Bonjour à tous et à tous, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour cet événement qu'on fait avec la Fabrique de l'Agilité sous un nouveau format avec des workshops. On espère que tout se passera bien et que vous aurez du plaisir. Donc, pour commencer, je donne un coup de main et je ferai aujourd'hui l'introduction des différentes parties avec Manon pour cet événement. Je m'appelle Marie Blazer et je travaille chez Loico et je suis aussi membre du comité de la Fabrique de l'Agilité. Je ne vais pas vous parler trop longtemps, je vous donne quelques petites astuces sur les bonnes pratiques. Donc, si vous voulez poser des questions, vous pouvez directement dans les discussions. On essaiera de vous répondre dans la mesure du possible et on vous fournira aussi une synthèse de ces questions. On vous enverra la présentation après l'événement, donc n'ayez pas peur, pas besoin de prendre trop de captures d'écran, vous l'aurez. Et l'événement sera aussi enregistré pour la première partie, dont vous pourrez retrouver toutes les informations sur le contexte théorique et aussi sur la restitution qu'on fera dans un deuxième temps. Et je laisse la parole à Michel Perrin, membre du comité de la Fabrique de l'Agilité, pour un mot de bienvenue. Ok, merci Marie. Je crois que je peux décrocher mon microphone. Bienvenue à tout le monde. Je crois que tu peux passer au slide suivant. Euh, le précédent peut-être. Là, c'est allé trop vite. Voilà, tout à fait. Alors, c'est quoi la Fabrique de l'Agilité? Eh bien, c'est une nouvelle association qui a été créée cette année et dont le but est de mettre ensemble quelques entreprises pour réfléchir sur les modalités d'agilité organisationnelle au sein de ces entreprises, accompagnées par un travail de recherche. Donc, une nourriture académique et puis empirique, ça paraît être la meilleure des recettes pour avancer. Toujours un point est important, il est nécessaire de ne pas confondre agilité et puis agitation, surtout dans le monde dans lequel on vit. Et on va aussi travailler sur les différentes ambitions, entre autres d'avoir une définition commune de l'agilité. Donc peut-être aujourd'hui, ça peut être intéressant au moins pour cette session-là de se dire qu'il y a quelques définitions qui ont été faites. Il y en a une qui est intéressante de Jérôme Baron, qui est un professeur de Grenoble, de la HEC Grenoble, et qui dit que l'agilité, c'est la capacité de mouvement qui est pertinent, individuel et collectif dans un environnement turbulent. Donc, je crois que l'environnement turbulent, il n'y a personne qui va le réfuter actuellement. Et puis, cette capacité permanente permet de s'assurer comme quoi on traite des sujets qui sont d'intérêt et importants pour l'entreprise. Je peux passer au slide suivant. Donc, cette fabrique de l'agilité, notre intérêt est de mener des prestations pour des membres. Donc, on a déjà passablement de monde. Vous avez en dessous de ce slide la liste des membres. Vous pouvez aller directement atteindre la liste des membres. Naturellement, il y a quelques cotisations parce que pour pouvoir fournir une prestation, eh bien, il est nécessaire d'y participer aussi financièrement. L'objectif, c'est de faire des séminaires si possible présentiel. Là aussi, le décor sanitaire va pas tellement nous aider, en tout cas dans les prochains mois. D'éco-développement par groupe, et ça, on peut le faire très bien par des webinars, des co-coaching entre pairs. Dès qu'on a des sujets qui méritent d'être traités en binôme, ça peut être tout à fait intéressant. Speed dating de l'agilité pour accélérer un tout petit peu les bonnes idées qui germent autour de ces différentes entreprises. Et puis, naturellement, des plateformes d'échange et de communication qui nous permettront de partager nos expériences et puis de les associer au monde académique. Voilà en gros ce qu'est la Fabrique de l'Agilité. Puis elle est au tout début, donc elle est en co-construction permanente, parce que si la Fabrique d'Agilité n'est pas agile, on s'est trompé de titre. Voilà, je vous souhaite une excellente session et puis je repasse la parole à toi Manon, ou bien c'est à Marie que je repasse la parole. Merci. Merci Michel. Alors, pour l'événement, on vous fait un petit récapitulatif de comment ça va se passer. Donc, il y aura une première partie où on aura un contexte théorique sur le sujet par rapport au pouvoir par Anne Perriard et Laurence Pachmann. Ensuite, on aura la chance d'avoir deux partages d'expérience de Grégory Cholet de Loico et de Johan Genet de Uditis. Et ensuite, on aura le moment de partage entre vous avec le workshop. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Anne Perriard et Laurence Pachmann qui ont vraiment, eux, le côté de la recherche, qui pourront nous donner plus de détails sur leurs études et ce qu'elles constatent aussi dans le monde scientifique par rapport à ces notions-là. Et ensuite, on aura les deux partages d'expérience avec
Grégory Chollet, cofondateur de Loico, ex-directeur marketing, et Johan Genet, qui s'occupe chez Uditis du vente et du marketing et qui est un collaborateur qui a pris plus de responsabilités dans un univers plus agile dans son entreprise. Donc, je laisse la parole à nos deux premières intervenantes qui n'ont pas de slide, donc elles vont parler en plein écran. Donc, bonjour et merci encore à Manon et Marie pour leur invitation à parler aujourd'hui du pouvoir et avoir une petite réflexion sur le pouvoir, leurs formes plurielles et les manières de l'analyser en fait dans les pratiques de direction. Nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui en quelques minutes, ce sera de parler justement des différentes définitions du pouvoir dans le champ des sciences sociales, mais aussi en management participatif ou encore justement dans des outils de connaissance de soi. Et ensuite, ma collègue Laurence Bachmann vous parlera plus en fait de l'usage de ces différents pouvoirs chez des directeurs et des directrices. Et on verra justement comment ces personnes peuvent transformer leur rapport au pouvoir en consolidant certaines de leurs dispositions avec le support des connaissances qui sont acquises dans le cadre d'une formation d'AS et de MAS en direction d'institutions éducatives, sociales et sociosanitaires de la HESSO. Ce dispositif de formation continue s'adresse à des personnes occupant un poste de direction dans le domaine de la petite enfance, de l'éducation, du domaine médico-social. Donc, ça peut être autant justement des directrices de crèche que des directrices et des directeurs de EMS. Et les participants, les participantes qui viennent à cette formation cherchent à consolider leur posture de direction. En sciences humaines et sociales, en fait, le pouvoir, et d'ailleurs aussi dans le sens commun, est d'abord considéré comme un pouvoir sûr, un pouvoir de domination, et qui peut être résumé à la capacité de contraindre par la force ou autrement, ou de régir et de dominer les autres. Nous vous donnerons par la suite en fait un petit document qui liste en fait ces différentes définitions du pouvoir. Par exemple, pour le sociologue Max Weber, qui se situe dans cette perspective, le pouvoir est chaque chance d'imposer sa volonté propre à l'intérieur d'une relation sociale, même à l'encontre de résistance. Ces définitions de pouvoir sûr, elles parlent toujours du point de vue des personnes qui exercent le pouvoir. Dans la perspective marxiste et féministe, ces perspectives vont prendre le point de vue, par exemple, des personnes qui subissent le pouvoir, mais toujours dans cette perspective de pouvoir sûr ou de domination. Par exemple, pour les marxistes, le pouvoir est l'ensemble des valeurs, des idées et rituels qui opèrent systématiquement et d'une manière constante au bénéfice de certaines personnes ou de certains groupes et aux dépens des autres. Dans la perspective féministe, basée aussi justement sur ce pouvoir sûr de domination, en fait, le pouvoir est vu d'une manière binaire où le pouvoir est aux hommes et l'impuissance aux femmes, ce qui construit une certaine dichotomie. Du coup, de cette vision du pouvoir sont apparues plusieurs critiques en fait dans différents domaines. Par exemple, pour les théoriciennes du care, tout ce champ en fait des sciences sociales qui parle de la sollicitude, donc qui englobe tout à fait notre public en institutions sociales et sanitaires. En fait, elles critiquent justement ce pouvoir de domination en disant: «Mais qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui sont dominées? Ne sont-elles que des victimes? Ont-elles pas, elles aussi, un certain pouvoir d'agir?» Et par exemple, là, on va retrouver tout ce qui est de l'ordre des théories de l'empowerment. L'empowerment, ça peut être, par exemple, pour la philosophe Hannah Arendt, simplement le fait d'agir ensemble, de concert, de manière collective, de pouvoir se réunir. Et ce qui permet justement de résister face à un certain type de pouvoir. Mais c'est aussi l'empowerment, un processus qui est une acquisition en fait de pouvoir et qui s'étend sur la durée, qui peut aussi être vu comme une résistance justement à des normes qui sont dominantes ou à un système dominant. Et dans cette perspective d'empowerment, le pouvoir n'est pas vu d'une manière négative en fait, ou dans une perspective de domination, mais il est défini par exemple par la sociologue Hannah Allen comme une capacité ou compétence créative que les individus ont de faire quelque chose, plutôt qu'une domination exercée sur les autres. Dans les théories du care, le pouvoir est défini comme la capacité à se transformer et à transformer les autres, et celle de se donner du pouvoir à soi-même et à en donner aux autres. Et ça, c'est une définition, par exemple, pour moi et Laurence Bachmann, qui est très intéressante, puisqu'on travaille dans une sociologie de la transformation, c'est de voir en fait comment ces relations de pouvoir, elles peuvent se transformer.
Cette définition, elle se rapproche de la perspective de leadership audacieux. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle a été développée par la chercheure Brené Brown. Et elle définit, elle, un leader comme quelqu'un qui prend la responsabilité de trouver le potentiel à l'intérieur des personnes et des processus et qui a le courage de développer ce potentiel. Donc, on n'est plus non plus dans des visions justement de pouvoir sûr ou de domination dans ce type de perspective. Dans d'autres domaines, par exemple, ce qui concerne plus les outils de connaissance de soi, Marshall Rosenberg définit le pouvoir avec, justement, un peu en différenciation, en opposition au pouvoir sûr. Et pour lui, en fait, ce pouvoir, c'est simplement le fait d'être à l'écoute de l'autre, sans percevoir des intérêts antagonistes ou binaires, mais la possibilité de répondre aux besoins de chacun. Dans cette perspective, il est effectivement possible, justement, de trouver des stratégies qui permettent à chacun de satisfaire des besoins. Issu du management participatif, on retrouve plutôt le pouvoir de, qui lui est plutôt une manière d'objectiver, d'analyser des relations de pouvoir. En fait, quel est mon pouvoir? J'ai le pouvoir de proposer, j'ai le pouvoir de refuser, j'ai le pouvoir d'objecter. C'est vraiment finalement de diviser en fait le pouvoir en certaines pratiques et ça sort d'une vision abstraite du pouvoir. Et une dernière forme de pouvoir qui vient soit de Platon, c'est la parésia, c'était le pouvoir du chef qui doit d'abord apprendre à se connaître lui-même, donc à descendre à l'intérieur de lui-même pour être en harmonie et enfin justement pouvoir après rentrer plus en résonance avec les cités et pouvoir gouverner et qui rejoint la notion de pouvoir du dedans de l'écoféministe Sarah Hawkes qui parle en fait du pouvoir du dedans, simplement du pouvoir de la vie ou du pouvoir qui se trouve à l'intérieur d'une graine. Donc, après ce petit aperçu des formes de pouvoir, je vais donner la parole à Laurence Bachmann qui va vous parler plus des directeurs et des directrices. Merci Anne, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, si les cadres de notre formation en direction d'institution ne nomment quasi jamais le pouvoir dans leurs travaux écrits, de fait, il est très présent. On l'a vraiment trouvé, mais on l'a trouvé simplement en creux et pas de manière explicite. Dans leurs travaux, le pouvoir sûr, c'est la principale forme de pouvoir mentionnée explicitement par les participants. En fait, ce constat fait écho à l'abondante littérature, comme l'a mentionné Anne, sur ce pouvoir sûr qui domine en sciences sociales. Donc, le pouvoir sûr apparaît d'abord comme celui qui découle des structures organisationnelles hiérarchiques. Il est évoqué dans un rapport dominant-dominé. C'est du pouvoir sûr exercé sur les directeurs et les directrices concernés par les instances hiérarchiques, leur conseil de fondation, leur conseil d'administration, les réglementations, etc. Donc, c'est vraiment un pouvoir du haut qui vient sur eux. Il prend alors souvent une connotation négative associée à l'idée de dominer, d'écraser, de restreindre. Les cadres ont l'impression de subir les injonctions venant du haut. Et dans ce rapport de domination, il et elle se présentent comme des dominés et se questionnent alors sur la manière de réagir pour ne pas se sentir impuissant face à des décisions vues comme imposées et ne permettant aucune marge de manœuvre. Le pouvoir sûr, c'est aussi le pouvoir que les cadres exercent eux-mêmes sur leurs subordonnés, leurs collaborateurs, collaboratrices au sein de leur organisation. L'exercice du pouvoir sûr par les cadres est souvent perçu comme une domination écrasante. Il s'avère dès lors difficile pour eux à exercer. Donc les écrits, ça se voit dans les travaux écrits, rendent compte de cette implicite morale. Exercer du pouvoir sûr n'est pas louable et engendre très souvent des tensions internes ou des tensions externes. Donc pour assumer ce pouvoir sûr, qu'ils et elles doivent exercer en tant que cadre dirigeant, ces personnes se rappellent, en effectuant comme un travail sur eux-mêmes, que les actions liées à leur fonction de dirigeante, telles que clarifier des cadres, recruter du personnel, licencier ou préciser les règles ou les cahiers des charges, actions qui renforcent en même temps les structures organisationnelles hiérarchiques, offrent un cadre protecteur aux équipes. C'est typiquement la phrase de dire je licencie, mais c'est pour le bien de l'équipe. Puisque ce pouvoir sûr est si mal vu par les cadres, une forme de pouvoir plus en accord avec leurs valeurs et aspirations est dès lors plébiscitée. C'est le pouvoir avec qu'a évoqué Anne. Ce pouvoir n'est pas soutenu par la hiérarchie, c'est un pouvoir qui relève davantage d'un processus de transformation avec différentes étapes. C'est un pouvoir qui part de soi pour ensuite se déployer dans les relations avec autrui, donc avec un collaborateur, une collaboratrice, les équipes, les partenaires. La première étape de ce processus, c'est la conscientisation. Elle travaille sur soi,
sur ces dispositions. Dans notre formation en direction d'institution, nous les incitons à appréhender le soi, eux-mêmes, en termes de dispositions et à prendre conscience de la manière dont ces dispositions individuelles ont été forgées et consolidées au cours de leur socialisation. Avec le soutien de textes scientifiques, en sciences sociales, ils et elles peuvent alors mettre en lumière les rapports sociaux ou des événements de leur trajectoire présents dans ce processus qui ont soutenu telle disposition et sont distancés partiellement. Par exemple, concernant les rapports de classe, à la lecture d'un texte de la sociologue Lucie Goussard sur les cadres d'origine modeste et leur surinvestissement professionnel lié à un fort sentiment d'illégitimité, les cadres de notre formation prennent ainsi conscience de la manière dont leur origine modeste influence leur rapport subjectif au travail et s'en distancient partiellement. Pareil pour le genre, on a des textes sur le genre et le rapport entre femmes et pouvoir. Des formes de pouvoir sûres se lisent aussi dans l'exigence fréquente que les cadres portent sur leur propre personne. Celle-ci s'exprime sous forme d'injonctions telles que je dois, il faut, etc. et leur volonté de vouloir gérer leurs émotions de manière assez froide et extérieure. Par la conscientisation de cette exigence, on la rend visible à travers justement une réflexion en collectif, les cadres passent alors d'un rapport plus apaisé envers eux-mêmes, moins exigeant. La deuxième étape, c'est la recherche de cohérence. Une fois qu'ils et elles ont acquis davantage de connaissances de soi, ont consolidé certaines de leurs dispositions, ils et elles veillent à ce qu'il y ait une cohérence entre leur comportement, leurs actions et leurs valeurs et aspirations dans leur contexte professionnel. Donc la cohérence ou l'authenticité, ça c'est typiquement un terme qui ressort souvent dans les écrits, est une dimension sociale centrale de cette forme de pouvoir. La recherche de cohérence qui se repère dans des ressentis, par exemple, ils éprouvent soudainement un sentiment d'ouverture, de quiétude ou de détente intérieure, va inciter parfois les cadres à consolider certaines dispositions en vue de garder cette cohérence avec autrui. Les participants de notre formation renforcent ainsi leur assertivité. Et la troisième étape est justement l'assertivité qui se déploie alors sur autrui. Assertif, assertive, les cadres peuvent alors s'ouvrir à autrui, aux collaborateurs, aux collaboratrices et entretenir avec ces personnes une forme de pouvoir avec. L'expression assertive de sa subjectivité, le parler vrai ou l'authenticité, que Michel Foucault nomme la parésia, semble alors nécessaire pour diriger une institution. Donc voilà, quelques exemples qui montrent ce mouvement chez les cadres dirigeants de notre formation. Peut-être pour conclure, ça montre l'importance, avec un point de départ où le pouvoir sûr est dominant, l'importance de pouvoir créer ouvrir le champ des possibles autour du pouvoir, ouvrir notre vocabulaire autour du pouvoir et être réflexif sur les différentes formes de pouvoir, que ce soit du pouvoir sûr ou du pouvoir avec, et puis aussi du pouvoir qui s'exerce à différents niveaux, à l'échelle individuelle, interactionnelle, de l'organisation, ou plus largement des structures sociales, etc. Donc vraiment, il y a vraiment un enjeu de mettre en mouvement les cadres et, pour reprendre l'expression de Michel Perrin, l'agilité comme capacité de mise en mouvement. On est aussi dans cette question de l'agilité avec cette prise de conscience autour de cette diversité des formes de pouvoir. Voilà. Alors, je ne sais pas où est Marie. Marie, tu reprends la parole peut-être pour enchaîner les présentations. Oui, excuse-moi. Alors du coup, je vais reprendre la parole et on va avoir l'intervention de Grégory sur la partie du point de vue d'un ancien dirigeant. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Ça semble être le cas. Je me réjouis de partager quelques minutes avec vous l'expérience de l'OICO. Je vous rassure, je vais pas m'étaler sur les métiers de l'OICO. C'était juste pour mettre un petit peu de contexte pour ceux qui ne connaîtraient pas l'OICO. Donc l'OICO, c'est un one-stop shop administratif. C'est une entreprise qui, depuis 2013, offre des services administratifs pour les entreprises essentiellement. Donc, on est clairement dans du B2B. Et puis, la particularité de l'OICO, c'est que dès sa création, on a décidé d'insister ou de mettre comme pilier
dans l'ensemble de nos décisions, évidemment des valeurs fortes. Donc, on a commencé par définir quelles étaient nos valeurs avant même de définir quels étaient nos métiers. Voilà. Ça, c'est juste pour vous donner un petit peu de contexte. Vous voyez quels sont ces métiers que vous avez sous les yeux. Marie, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Et puis, il faut savoir que dès le début, chez Loico, on avait cette volonté d'avoir une culture participative. C'est le troisième point. C'est-à-dire que dès sa création, on avait envie de mettre en place un contexte qui soit un contexte propice au travail, à l'échange. Et je dois vous avouer qu'on l'a fait de manière très spontanée, en se mettant autour d'une table et en se disant mais à quoi est-ce qu'on veut que ressemble notre entreprise, sans forcément connaître les modèles qui existaient à l'époque. C'est l'expérience, les rencontres qui nous ont amenés à rencontrer d'autres entreprises qui avaient les mêmes envies que nous et puis de mieux comprendre qu'il y avait des entreprises libérées, bref, un certain nombre de modèles dans lesquels on pouvait s'inscrire. Et donc cette culture participative, elle est extrêmement importante puisque dans tout nouveau modèle, enfin dans toute entreprise, il y a évidemment deux éléments extrêmement clés. Il y a évidemment la partie structure, mais cette partie structure à laquelle je reviendrai, elle s'appuie sur une culture importante. Elle est clé, c'est-à-dire que vous pouvez mettre toute la structure que vous voulez en place. S'il n'y a pas une culture qui va pouvoir la faire permettre d'éclore votre structure, et bien évidemment que ça va créer un contexte un petit peu plus compliqué. Donc voilà, le troisième point, c'est cette culture participative qu'on a eue dès le début. C'est-à-dire que même si on avait une direction, on avait un comité de direction qui se réunissait de manière assez traditionnelle, qui prenait des décisions. Donc on était clairement proche d'un pouvoir sûr pour faire référence à ce qui vient de vous être dit. Et puis, les valeurs fortes, j'en ai parlé, ce sont les piliers de notre entreprise, mais ce qui a aussi permis d'amener à cette loïcocratie. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, qu'il y a eu un fort développement de notre activité. On a commencé, on n'était que quelques-uns dans un jardin pour la faire un peu caricaturale. Et puis, assez rapidement, on s'est retrouvé à 11, puis 30, puis 50, puis 60, puis 80. Aujourd'hui, on est un peu plus de 110. Et puis, ce fort développement a forcément montré les limites de la structure pyramidale qui était celle qu'on avait, même si elle était le plus plate possible, puisque finalement, on était presque obligé de mettre des structures des fonctions de coordination. Et puis, finalement, on perdait cette dynamique qui était celle qu'on aimait, cette dynamique participative. Bref, tout ça étant, on a décidé de modifier notre modèle, de migrer vers un modèle propre, propriétaire quelque part. Propriétaire, c'est un terme qu'on n'aime pas trop, puisqu'on s'est inspiré de l'holacratie, on a suivi des formations holacratiques, et puis on est arrivé à la conclusion que c'était un modèle qui était trop rigide pour nous, donc on a défini notre propre modèle. Voilà. Ça, c'était l'historique. De quelle année on part? On a mis une année et demie à travailler notre modèle, d'abord en comité de direction, puis après avec des équipes plus étendues, on l'a un peu éprouvé en interne. On a même organisé un événement avec des ressources humaines pour challenger notre modèle avant de l'implémenter complètement. Et puis maintenant, ça fait juste 3 ans que notre modèle est en place. Et puis d'ailleurs, il a pu être challengé par le Covid. C'était un bon stress test pour notre modèle. Donc voilà, ça c'était pour vous donner un petit peu de contexte, comprendre qu'il y a eu une migration. On n'est pas parti dès le début sur un modèle distribué où le pouvoir était complètement distribué. Il y avait une culture participative, mais avec le développement qu'on a vécu, il était important pour nous d'aller plus loin. Et on est passé en loïcocratie. Et puis, je voulais partager avec vous, peut-être, Marie, si tu peux passer à la slide suivante, ces quelques éléments qui sont importants, puisque l'idée, ce n'est pas forcément de parler de notre nouveau modèle, mais de qu'est-ce que ça a eu comme implication sur un comité de direction comme celui dont je faisais partie. C'est-à-dire qu'on avait un fonctionnement proche de beaucoup d'entreprises avec un comité de direction qui prend des décisions et qui les impose, pour pouvoir sur les collaborateurs, même s'il y avait évidemment des espaces d'échange.
Une fois qu'on se retrouve dans de nouveaux modèles, ce qu'on peut observer, c'est souvent un peu ces réflexes du pouvoir. Ça, c'est un point d'attention, c'est que, et ça, je crois que c'était important que nous, ex-directeurs, on fasse attention de ne pas en faire trop usage ou d'éviter évidemment ces réflexes du pouvoir. Par réflexe du pouvoir, qu'est-ce qu'on entend? C'est qu'on avait un modèle dans lequel on avait la possibilité de prendre des décisions sans forcément solliciter ou demander l'avis de certaines personnes impliquées. Ce qui est complètement différent d'un nouveau modèle, puisque une des bases de la leucocratie, c'est que si on a l'autorité de prendre la décision si on a l'autorité de prendre une décision, avant de prendre cette décision, on doit se poser la question de quels sont les autres rôles qui sont impactés et de les solliciter avant de prendre la décision. Et ça, c'est vrai que cette notion de solliciter les personnes qui sont concernées directement avant la prise de décision, ce qu'on pourrait comparer, si ma compréhension est bonne, ce qui nous a été présenté précédemment, c'est le pouvoir avec, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que quand vous avez vécu pendant plusieurs années, voire dizaines d'années, c'est des situations dans lesquelles vous pouviez prendre une décision finalement sans forcément que vous ayez à vous préoccuper quelque part des personnes concernées, et c'est quelque chose qui est fondamentalement différent. Et faut faire attention, même si je pense que évidemment je fais partie des gens qui ont co-créé le nouveau modèle, qui l'ont poussé, qui l'ont promu. Il n'en reste pas moins qu'il m'est arrivé d'avoir des réflexes de pouvoir, de prendre des décisions en me disant mais en fait c'est pas moi de prendre ces décisions, je n'ai pas la responsabilité, l'autorité de prendre cette décision. Et ces petits réflexes de pouvoir, ils peuvent être assez castrateurs à certains égards, en tout cas peuvent générer des tensions, puisqu'évidemment si vous prenez des décisions alors que vous n'en avez pas l'autorité, évidemment vous allez à l'encontre du modèle qu'on a voulu mettre en place. Et ça, c'est un travail de chacun, de prendre aussi de la distance par rapport à l'autorité qu'on a, accepter le fait qu'on n'a plus la même autorité qu'avant, ou c'est une autorité qui a été justement distribuée. Et ça, c'est quelque chose qui était extrêmement important. Et puis, je crois que j'ai pas eu le souvenir qu'on m'ait fait des remarques sur le fait d'avoir pris des décisions qui n'étaient pas les miennes. Je pense qu'on avait suffisamment on était suffisamment objectif pour se rendre compte quand c'était le cas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était important aussi de verbaliser, d'indiquer lorsqu'on estimait avoir pris une décision qui n'était pas forcément. Marie, peut-être ça va être suivant. Voilà, merci, parfait. Justement, et l'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est cette notion de privilège. C'est-à-dire que quand on parle d'un nouveau modèle d'intelligence distribuée, de pouvoir distribué, il y a beaucoup d'entreprises qui peut-être comme réflexe se mettent un peu sur les pattes arrière en disant mais attention, moi je vais perdre mes privilèges. Et c'est vrai que dans certains cas, il faut accepter le fait que ces privilèges, tout comme le pouvoir, ils doivent être distribués. Sans quoi vous allez créer des inégalités dans un modèle comme celui qu'on voulait mettre en place, c'était évidemment pas possible. Donc cette distribution des privilèges, c'est aussi finalement une externalité positive d'un modèle comme le nôtre. C'est aussi de se rendre compte quels étaient les privilèges, de faire attention à ce que ces privilèges soient aussi distribués. Il faut faire attention justement qu'il y ait un maximum d'équité, parce que dans un modèle de pouvoir distribuer, en tout cas le nôtre, s'appuie sur la transparence. À partir du moment où vous avez de la transparence, vous ne pouvez plus tellement avoir des comportements et prendre des décisions qui ne sont pas cohérentes avec un modèle. Et ça, c'est quelque chose qui était extrêmement important. Et je voulais juste insister sur ce point qui est souvent quelque chose qui fait un petit peu peur aux entreprises. Mais si on arrive sur la dernière slide, ce que je peux en tirer, c'est que ce qu'on a vécu, ce qu'on vit, on continue à vivre, puisque c'est un modèle en constante évolution, c'est que c'est une magnifique aventure humaine qui nous a permis évidemment de faire découvrir beaucoup de talents parmi nos équipes, et probablement des découvertes qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de faire, des avancées aussi qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de faire si on n'avait pas changé de modèle. Voilà. J'aurais évidemment beaucoup de choses à dire, donc c'est évidemment à disposition après pour en discuter.
Merci beaucoup, Grégory. On va passer au partage d'expérience de Johan. Donc, voilà, à toi la parole. Merci Marie. Merci Grégory aussi pour ce partage de ton côté. Du coup, tu peux commencer, Marie, et passer sur le premier slide. Comme Grégory, je vous redonne un peu de contexte sans vous faire tout le tour de la description du DITIS. Mais nous, on existe depuis 2000. On est, pour faire très simple, une société d'informatique active sur plusieurs métiers, mais on fait grosso modo et au sens large de l'informatique. Et on commence maintenant à être une société de taille, on va dire, respectable, puisqu'on atteint 60 collaborateurs. Et puis, on est encore en développement parce qu'on a encore des postes ouverts. Donc, on est aussi une société qui est en croissance et qui a eu de la croissance dans les dernières années. Ça a aussi impacté notre réflexion sur notre modèle d'organisation. Sur le slide suivant, justement, je vous précise donc qu'Uditis évolue dans cette tendance des entreprises libérantes, du management agile. Et l'idée, c'est de vous donner un peu plus de contexte pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a fait le choix de partir là-dessus aussi. C'est peut-être des raisons qui sont un peu différentes de ce qu'on a vu avec Loïco, qui se rejoignent sur certains points. Mais nous, c'est vrai qu'on a fait un constat à un moment donné. Si on refait le parallèle entre le pouvoir sur et le pouvoir avec, eh ben, vous verrez sur le slide d'après, j'ai fait un parallèle entre ce que j'appelle de manière un petit peu dure l'ancien monde, qui est peut-être le monde qui est assez industriel, qu'on a l'habitude de connaître, qui a fait aussi le succès, je pense, de l'écosystème industriel suisse, hein, et de notre région, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'efficacité, dans la complication, les processus, méthodologies, règles. On est vraiment dans un monde qui est très fort, très efficace, en se basant sur des processus qui sont assez formels et assez formalisés, mais qui ont quand même tendance peut-être à brider l'innovation individuelle. Et nous, chez Uditis, de par le fait que nous sommes dans un secteur d'activité qui est constamment en changement, l'informatique, ce qui est vrai aujourd'hui sera faux demain, les dernières tendances qui vont arriver, on ne les connaît même pas encore. Donc, il faut vraiment qu'on reste complètement ouvert à l'innovation, à la créativité, et même pas la créativité interne. On doit souvent faire appel à de la co-créativité, donc travailler avec des partenaires, être à l'écoute de tendances, se faire accompagner. Tout ça, ça nous amène vraiment un besoin de complexité, un besoin de flexibilité surtout, et d'apprentissage en fait, tout au long du cycle de vie de la structure, on va dire. Et c'est pour ça que suite à ça, on s'est vraiment mis dans une réflexion où les nouveaux types d'organisation pouvaient nous aider à distribuer le pouvoir, mais aussi à mieux appréhender notre environnement, qui est un environnement complexe, changeant et en constante évolution. Et là où je voudrais juste mettre quelques points de focus aujourd'hui, c'est sur le cadre et sur l'accompagnement qui est, je pense, nécessaire pour que nous, collaborateurs, on puisse évoluer mieux et qu'on puisse comprendre comment évoluer dans ce nouveau cadre, entre guillemets, qui est un cadre de distribution de pouvoir. Si tu passes sur le slide d'après, Marie, je m'attarde juste là-dessus. Je peux malheureusement pas passer trop de temps sur ça, mais c'est pour moi ce qui est le plus fondamental. Ce que vous voyez ici, c'est la raison d'être du DITIS et les valeurs du DITIS. Donc, c'est-à-dire que pour bien évoluer dans un jeu, on va dire, il faut déjà connaître le cadre de ce jeu, le cadre le contexte dans lequel on va évoluer. Et sans donner une raison d'être, sans donner des valeurs aux collaborateurs, là, ça devient très dur pour eux de comprendre dans quel cadre ils évoluent. Et chez nous, chez Uditis, la définition de cette raison d'être, la définition de ces valeurs, elle n'est pas forcément venue de la direction. C'est-à-dire qu'on a pris 24 heures tous ensemble, donc l'intégralité des collègues, pour
partager nos sentiments, écrire ce qu'on pensait être Uditis, écrire ce qu'on pensait comme valeur, comme raison d'être. On a mis ça en commun et de ces 24 heures, en est sorti cette raison d'être, ces valeurs qui sont maintenant un peu, si je peux dire, gravées dans le marbre, qui représentent et qu'encapsulent vraiment très fortement ce qu'on fait et qui on est. Vraiment dans la raison d'être, c'est en une phrase exactement notre day-to-day business. On intègre des compétences, on est un rassembleur, on intègre des technologies et on en fait un levier de succès. Donc, c'est-à-dire que Uditis, en tant que société de service, notre but ultime, c'est de faire en sorte que nos clients aient du succès pour que l'écosystème des entreprises régionales ait du succès et du coup, notre société ait aussi du succès. Et ça, c'est absolument fondamental de bien clarifier ça quand on commence un processus de management agile. Et nous, l'objectif qu'on avait en faisant cela, je vois que je reprends la citation que Michel a donnée en introduction, mais je l'aime beaucoup, cette citation, c'est-à-dire le mouvement individuel dans un collectif. Et j'en suis un petit peu la preuve vivante. Donc, moi, j'ai commencé chez Uditis il y a bientôt 10 ans, j'étais sur un poste qui était relativement junior à l'époque, mais en étant tout à fait honnête avec vous, dès que j'ai commencé chez Uditis, j'ai vu tout de suite que j'avais de la place pour faire plus de choses. Peut-être que ça peut être un peu overwhelming, ça peut être un peu décontenançant, on va dire, pour certaines personnes, mais j'avais un poste qui était propre, on m'avait donné ce poste-là, mais j'avais énormément de possibilités de m'épanouir, de faire plus, d'aller améliorer des choses, de prendre plus de responsabilités. Et c'est vraiment notre objectif, c'est de faire en sorte que chaque individu dans ce collectif il ait la possibilité d'évoluer et de prendre ses propres décisions, mais au sein d'un collectif qui, comme ce banc de poissons, a la possibilité de bouger et de suivre les tendances et les flux. Et pour bien le faire, c'est là où cette notion de liberté et de transparence, en fait, la transparence et l'amélioration de la compréhension des enjeux, elle est absolument fondamentale aussi, parce que vous ne pouvez pas donner la liberté à tout le monde si vous ne leur avez pas expliqué les enjeux et si vous ne leur donnez pas la bonne information. Et ça, je pense que c'est là où chez Uditis, on l'a assez bien fait. Je pense qu'on peut toujours faire mieux les choses, hein. Mais on a assez bien fait, on a assez bien communiqué les enjeux, on a été assez transparent dans les enjeux et le management nous donne et communique assez fortement sur les enjeux et sur des choses qui n'avaient peut-être pas l'habitude de communiquer avant. Dernier point qui me semble super important, on était sur la transparence, mais maintenant on est plutôt sur la subsidiarité. Il faut aussi partir du principe qu'à partir du moment où vous donnez et vous distribuez le pouvoir, il faut partir du principe que la personne qui va faire ce qu'on lui demande de faire, elle va savoir le faire. Donc, il faut lui faire confiance. Et dans une de nos valeurs, c'est pas pour rien qu'on mentionne la confiance, c'est que chez Uditis, on a décidé de distribuer le pouvoir et on fait vraiment, véritablement confiance aux collègues. Si tu fais cette tâche, si tu fais ce rôle, eh ben vas-y, on a confiance en toi, tu sais le faire. Et vraiment, on part du principe qu'en te donnant cette confiance, ça va simplement faire en sorte que tu sois encore meilleur dans la réalisation de tes tâches quotidiennes. Je clôture sur mon dernier slide. Je mentionne juste ces 3 points. Je pense c'est pour moi juste des points d'attention où chez nous à l'interne, on y est très attentif. Et puis je les partage avec vous. Nous, on a mis en place ce modèle d'entreprise libérante, agile, parce qu'on avait des collaborateurs qui étaient déjà engagés, mais on voulait faire en sorte qu'ils puissent encore mieux se réaliser, être encore plus engagés, s'épanouir encore plus et rester chez nous. Parce que les talents, comme dans toute société, sont très difficiles à dénicher. Et nous, on voulait garder les bonnes personnes. Mais il faut simplement faire attention à la différence entre s'engager et s'enflammer. Les modèles d'entreprise libérée ne sont pas forcément un antidote au burn-out ou au surmenage au travail. Je pense qu'au contraire, il faut faire très attention à
à donner plus de responsabilités à certaines personnes, mais à faire attention à ce qu'ils ne s'enflamment pas lorsqu'on leur confie ces responsabilités. Parce que le but, c'est d'engager les personnes, mais il faut juste faire attention à poser quelques stops pour que ça soit fait d'une manière pérenne. C'est là où l'accompagnement est aussi extrêmement important. Il faut continuer cet accompagnement tout le temps. On a commencé ce chemin, on ne sait pas quand est-ce qu'il s'arrêtera. L'accompagnement est absolument nécessaire. Et puis, chez Uditis, en tout cas, on n'a pas vocation à homogénéiser le type de personnes qui font partie d'Uditis. On a des singularités, on le sait, des gens qui ne sont peut-être pas forcément des leaders, mais ce n'est pas grave. On ne va pas forcément les mettre dehors parce que ce n'est pas des leaders. On a vraiment à cœur de conserver nos singularités et des personnes qui sont peut-être un peu différentes. On veut vraiment les intégrer dans notre collectif. Voilà, j'ai fait pile 10 minutes. Comme Grégory, je pense que j'aurais beaucoup plus de choses à dire. C'est un sujet qui est passionnant, mais au plaisir d'en discuter un peu plus durant les workshops ou par la suite.